Bonjour Mathieu, Salut Louise. bienvenue sur InPower. Merci, on l'attendait. C'est ça, tu inaugures le créneau le plus tôt qu'on ait jamais fait sur InPower. Mais je suis ravie, comme je le disais en arrivant, je ne pouvais pas te dire non. Après tout ce que tu as fait. Et oui, ça fait quelques temps qu'on échange et je crois même que je t'ai réécrit, genre tu sortais de la Yukon Arctic Race. Et j'ai été surprise par la rapidité de ta réponse. Je me suis dit, putain, c'est un vrai, genre... T'as été chanceuse parce que j'avais vraiment coupé. Ouais, Quand j'ai rallumé mon téléphone juste après un truc comme ça, je peux te dire que c'est hyper angoissant là. j'imagine. Ça bombarde de notifications et tout. Et je l'ai jeté, je me souviens l'avoir jeté par terre Ouais. de mon lit. J'ai dit je le retouche plus avant au moins 10 jours. Ah ouais. Mais ouais, il y a quelques canaux privilégiés sur certaines applications comme WhatsApp. Ouais, Donc ouais. c'est peut-être là que tu mets. On faisait partie de l'élite. C'est ça. Écoute, on va parler de pas mal de sujets. On va parler de performance, on va parler de dépassement de soi, de motivation, peut-être de l'envers du décor aussi. Et avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. On a combien de temps? Nous avons 1h30, je crois. Bon. Bah, cette question, tu sais, c'est marrant parce que, bon, là, on a un peu plus de temps, donc c'est bien, je vais pouvoir répondre à ma sauce. Mais c'est vrai que, tu sais, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois qui te dit tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton métier? C'est toujours une question qui est hyper difficile pour moi parce que je fais un truc qui n'est pas du tout conventionnel aux yeux de la société. Et donc, je réponds je suis sportif professionnel, mais c'est pas vraiment ça, en fait, ma vie. Et tu remarqueras que je t'ai pas demandé ce que tu faisais dans la vie. Présente-toi, ouais, merci. Comme tu le Ouais, souhaites. merci. Donc tu peux parler de ton métier comme tu peux ne pas en parler du tout. Non, mais c'est important tout de même de dire ce qui me permet de vivre aussi, hein, Ouais. comme tout le monde. Mais écoute, si mes souvenirs sont bons, mes parents m'ont mis au monde il y a 37 ans en arrière et m'ont appelé Mathieu. T'es né en 87 ? 87, ouais. On a pile 10 ans d'écart, voilà. Ah ouais. Bon, je me souhaite d'avoir ce niveau de sport dans 10 ans. Écoute, si on a 10 ans, moi j'ai commencé ça, j'avais 30 ans, tu vois. Donc j'ai commencé à 30 ans. Donc, Tout est possible encore. t'es pas encore né. Ouais, n'est-ce pas ? Écoute, je suis parti très très vite au bout d'une semaine que j'étais né en Guadeloupe. Mes parents, ils avaient monté un club de plongée là-bas, puis ma mère, elle flippait d'accoucher là-bas, donc elle est rentrée en métropole accoucher, on est reparti tout de suite. J'ai grandi là-bas, enfant mougli, pieds nus à poil sur la plage toute ma jeunesse, en étant dans l'eau aussi. Ma mère raconte que ils m'ont fait respirer dans un détendeur de plongée avant même que je marche. Donc j'ai une relation très très forte à la nature d'abord, mais à l'eau aussi, à l'océan. Et puis voilà, j'ai toujours grandi avec cet esprit-là un petit peu de connexion à la nature et d'aventurier. Tu vois, je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais plus chez mes grands-parents à la campagne à construire des cabanes à jouer à des jeux vidéo. Et en fait, c'est une personnalité qui s'est créée malgré moi sans le savoir. Hein. C'était assez commun, un petit garçon qui fait des cabanes et qui crapahute en nature et sous l'eau avec les petits poissons. Jusqu'à ce que j'arrive à un âge où je me retrouve dans ce couloir des études qui est un petit peu fermé. Et puis c'est un vrai couloir avec 2 murs sur les côtés où tu suis le truc sans trop savoir pourquoi. Mais j'ai jamais été à l'aise là-dedans. Alors je m'en suis toujours sorti un peu à l'arrache. Juste ce qu'il faut pour passer les étapes. Et j'ai quand même réussi à me rendre jusqu'à une école d'ingénieur que j'ai réalisée dans ma début vingtaine. Et là, t'es toujours en Guadeloupe ? Non, la Guadeloupe, je suis revenu, j'avais 3 ans quand je suis revenu. Ah oui, d'accord. Ouais, Et ensuite, t'étais où ? Ensuite, j'étais dans le sud-est de la France, à une ville qui s'appelle Cavaillon. D'accord. Voilà, c'est là que la famille avait grandi, les grands-parents. Et donc voilà, je me retrouve dans un bureau à 22-23 ans à Paris, à Boulogne-Billancourt. Et je souffre vraiment beaucoup. Je comprends pas trop pourquoi je souffre. Est-ce que c'est le métier d'ingénieur qui me va pas? Est-ce que c'est la ville de Paris? Parce que voilà, je viens d'un endroit où on est moins à fond, quoi. Est-ce que c'est le bureau? Et ça dure pendant plusieurs mois, plusieurs années. Comment elle se manifeste, cette souffrance ? Elle se manifeste par des nuits très courtes, un réveil le matin avec une boule au ventre. Quand je suis dans le métro, j'ai une énorme boule au ventre. C'est la sensation, elle est horrible. Si on prenait, je pense, mon bilan sanguin à ce moment-là, mon taux de cortisol devait être très très haut. Et ouais, je me mettais des grosses mines tous les week-ends en fait. Et j'en avais fait une normalité parce que les copains et les colocs ils le faisaient aussi. Mais en fait, maintenant avec le recul, je comprends que je faisais ça parce que j'avais besoin d'évacuer toute cette
tout ce mal-être et tout ce stress que je pouvais avoir la semaine. Et c'était quand même, tu sais, c'était le vendredi soir, le samedi soir. En gros, mon week-end, je le passais à essayer de récupérer. Dans un lit, quoi. Voilà. Ouais. Hein, et ça a été pendant quasiment un an, jusqu'à ce que je me dise, ok, il faut changer d'air parce que là, tu deviens vraiment pas ouf, quoi. Et j'ai eu une super opportunité professionnelle. Je me suis dit, je vais partir ailleurs pour changer d'air. Je suis parti au Canada, à Montréal. J'avais 26 ans. Et là, ça a été un bouleversement pour moi. Je me suis dit déjà, on va se remettre un petit peu en santé. On va arrêter de faire la fête, même si je l'ai beaucoup fait au début, parce que Montréal, c'est une ville qui est très festive et c'est une belle manière de rencontrer des nouvelles personnes. Mais j'ai aussi voulu repartir sur un nouvel élan. Et c'est là que je me suis mis à faire de la course à pied. J'avais jamais fait de course à pied de ma vie. Tu faisais pas le 3x500 au lycée? Si, là j'ai fait ça, ouais. Si, j'ai fait ça. J'ai fait 3x500. Faut te donner du crédit quand même. Et je pense qu'aussi, quand t'es au primaire, j'avais dû faire des crosses d'école, tu vois, mais c'était affreux, je détestais ça, c'est vrai. comme tout le monde. Puis je dois avouer aussi que je trouvais ça super ringard, la course à pied, parce que je viens du sud-est, dans des villages où ils sont assez machos, où c'est sport mécanique, motocross, les grosses bagnoles et tout. Et je pouvais pas dire à mes potes que je faisais de la course à pied, surtout à Montréal, un petit legging, tu vois. Très moulant. Voilà, petit truc, ça je peux pas raconter. Et que je suis resté pendant 2-3 ans sans parler de ma passion, tu vois. Et puis ça a été un coup de foudre en fait. Ça a été un vrai coup de foudre. La course à pied en fait devait être juste pour me remettre un peu en forme. C'est le truc facile à faire pour perdre un peu de poids, pour me remettre à mes sports. Sauf que mes sports, moi, c'était la plongée sous-marine, c'était le kitesurf, c'était le snowboard. Et c'était pas possible de faire ça au Québec. Le snowboard, tu peux parce qu'il y a beaucoup de neige, mais il fait moins de 30. Donc quand tu as été 1 ou 2 fois en station et que tu te pelles les fesses sur le télésiège à moins de 30, c'est pas terrible, quoi. Et malgré moi, la course à pied, je me suis mis à kiffer. Donc, au début, je faisais de la route. Et un jour, j'ai découvert le trail. Un pote m'a dit, tiens, on peut aller courir dans la forêt aussi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ok, je vais aller essayer. Et là, second coup de foudre. Et c'est des trucs que tu n'expliques pas dans la vie, quoi. Comme une belle rencontre, coup de foudre. Ça en est devenu une obsession. J'ai commencé à me retrouver, ce que j'avais jamais fait de ma vie, aller dans une bibliothèque, emprunter des livres, tu sais, ils te mettent un petit tampon dedans, ramener les livres de course à pied à la maison, à bouquiner, à penser le truc, quoi, à regarder toutes les vidéos, à m'inscrire à des courses, et jusqu'à ce que je suis tellement passionné, je bosse tellement que je commence à avoir un niveau pas trop mal et des sponsors qui s'intéressent à moi, des marques qui s'intéressent à moi, on commence à me proposer des trucs, puis là tout s'accélère. Puis un jour, je me retrouve devant le boss de mon bureau d'ingénierie, puis je lui dis j'arrête, je me casse et je vais tenter quelque chose de nouveau. Alors à ce moment-là, j'étais pas encore assez bon pour prétendre à un salaire correct. Quand je suis parti, j'ai divisé quasiment par 3 ou 4 ma rémunération. J'ai dû quitter mon bel appartement d'ingénieur. Ça a été une énorme prise de risque pour moi. Ma famille, mes proches, ils n'étaient pas du tout pour. Ça a été un moment très difficile dans ma vie. Et au moment où je suis parti aussi de mon bureau d'ingénierie, que j'ai déménagé, que j'ai tout changé mon mode de vie, je me suis blessé. La seule blessure que j'ai eue de ma vie, je me suis brisé le bas du dos. Un excès de stress peut-être, l'émotion du truc. Au début, j'y croyais pas trop à ce truc-là, tu vois, que l'émotion pouvait impacter le corps. J'étais un peu trop cartésien encore à cette époque. Maintenant, l'artiste a pris le dessus, ça va. mais voilà, ça m'a pris du temps pour comprendre qu'effectivement, j'avais traversé une zone de turbulence très forte qui m'avait blessé. Et c'était le pire moment parce que tes proches te disent, tu vois, on te l'avait dit, le sport c'est précaire, tu aurais dû rester dans un bureau d'ingénierie et tout ça. Mais au moins, ça a eu l'avantage de me faire comprendre ce que c'est la résilience. Voilà. Combien de temps t'as pris à prendre cette décision? Entre le moment où tu commences à te dire peut-être que si je me consacrais à ça, et le moment où tu dis ciao à ton boss? Je l'avais déjà au fond de moi sans le savoir, inconsciemment, mais quand vraiment la petite voix a commencé à le dire explicitement dans mon oreille, il s'est passé 4 mois. En fait, j'ai fait une grosse course mythique en France qui s'appelle l'Ultra Trail du Mont Blanc en août. Et c'était ma toute première course. Quelle année? 2018. Ok. J'avais 31 ans. Et là, la course passe bien, tu vois. C'est la course la plus compétitive au monde et je fais un top 15 alors que je suis un débutant, tu vois. Et là, il y a le team manager de la marque Salomon qui m'appelle en septembre, 15 jours après, pour débriefer. Il me dit Yo, Matt, c'est quand même pas mal, il y a un petit potentiel là. Il faut que tu fasses quelque chose. Et il faut que tu fasses vraiment un gros move dans ta vie.
Puis là, je lui dis ok, mais ça veut dire quoi? Il me dit je te laisse l'interpréter comme tu veux, il me raccroche au nez. Mais non. Puis moi j'ai interprété par il faut que j'arrête mon boulot d'ingénieur. Donc ça a gambergé pendant 4 mois, de septembre jusqu'à Noël. Noël, je suis rentré dans le sud, j'en parle à la famille, ils sont en mode ouais non, c'est mort, fais pas ça, c'est précaire tout ça. Et puis c'était fait quoi. Je suis reparti dans l'autre sens et puis voilà, j'ai arrêté ça. Et comment tu te prépares pour l'UTMB tant que tu as un taf à plein temps? Parce que je pense que beaucoup de gens doivent se poser la question ou doivent se mettre des barrières en se disant que c'est pas compatible avec un 9 to 5. Donc voilà, aujourd'hui, toi, tu t'y consacres à plein temps, donc les gens doivent se dire de loin, oui, enfin, c'est facile, entre d'énormes guillemets, il fait que ça. Mais comment tu as fait quand tu faisais pas que ça? Alors, c'est une erreur de penser que c'est parce que tu es un athlète professionnel que tu as plus de temps. En fait, je m'entraîne pas plus que quand je travaillais au bureau. C'est juste que je récupère plus, en fait. Et on peut peut-être rentrer dans le détail, mais la récupération, que ce soit dans le sport ou dans la vie entrepreneuriale, c'est important. Si tu as la possibilité de beaucoup dormir, d'éteindre ton cerveau de temps en temps pour baisser la charge mentale, après, tu es vraiment beaucoup plus fort, quoi. Donc, en arrêtant ça, j'avais plus de temps pour pouvoir récupérer et donc progresser. Mais ouais, à l'époque, je te l'ai dit, j'étais tellement dévoué, j'en avais fait une obsession, c'était un mode de vie, la course à pied. Tous mes temps libres étaient dédiés à ça. Et par exemple, j'allais au travail, aller, retour en courant, quasiment tous les jours, parce que ça me permettait d'optimiser mon temps. Je ne perdais pas 1 heure assis dans une bagnole dans les bouchons de Montréal ou même dans les transports en commun. J'y allais en courant, ça prenait entre 1 heure et 1 heure et demie, je plaçais mes entraînements dessus. J'arrivais au boulot, l'entraînement était fait, j'étais en plus super clairvoyant, plein d'idées, j'avais résolu les problèmes et j'ai fait ça pendant quelques années et ça m'a permis de vraiment progresser vite. Et puis mes week-ends étaient dédiés à ça. Donc voilà, c'est une optimisation du temps. Et puis effectivement, j'avais un petit peu changé un peu mon mode de vie. Je sortais moins. Les restos, les sorties entre potes étaient toujours existantes, mais plus ponctuelles. Voilà, c'est quand on est passionné, on s'y dévoue. Je vais juste finir avec ma présentation parce que... La meuf qui ne l'a pas laissé finir, vas-y. Non, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, c'est la réponse facile, ça. Comme je t'ai dit, où je dis que je suis un athlète professionnel. Mais si on ressaute dans l'enfance, tu l'as compris, par rapport à là où j'ai grandi et un petit peu mon état d'esprit, en fait, je me définis vraiment comme un aventurier de la vie. Et pour moi, l'aventure, le sens que j'y donne, la définition, c'est... On pense souvent aventurier, c'est les gars qui partent... comme ça, dans la jungle, explorer au milieu des serpents. Mais moi, c'est plus un état d'esprit, tu vois. C'est vraiment un état d'esprit que j'ai appliqué à pleine sphère de ma vie. Et l'état d'esprit de l'aventurier, il est assez vaste, mais pour moi, c'est vraiment dans son quotidien de toujours chercher à sortir un petit peu de son confort, perdre le contrôle, essayer de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et ça, en fait, j'en ai fait ma vie. Voilà, je vis d'aventure. Et tu vois, aujourd'hui, je fais aussi des aventures à proprement parler qui ne sont pas liées à la course à pied, où je vais partir, comme récemment, dans des contrées lointaines, dans le froid, pour expérimenter le potentiel humain, expérimenter du matériel. Et voilà, c'est ce qui me définit. Et puis aujourd'hui, en fait, il y a vraiment ce sport qui est un petit peu au cœur là, de ma vie, mais il y a beaucoup d'éléments qui gravitent autour, donc des aventures. J'aime beaucoup aussi aller en entreprise, raconter ce que je vis, essayer de transposer au monde de l'aventure. J'aime beaucoup cette position-là d'essayer de bousculer les gens avec des illustrations de la vie qui sont des vraies choses que j'ai vécues. Et je pense que j'ai une crédibilité aussi parce que j'ai vécu en entreprise pendant plusieurs années. Tu vois, je suis pas genre, ouais, lui c'est le sportif, il connaît pas notre réalité. Non, j'étais aussi dans le bureau avec des grosses responsabilités à gérer des gros contrats d'ingénierie pendant plusieurs années. Et je sais ce que c'est votre réalité et vos problématiques de bureau. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui et c'est assez vaste, mais c'est vraiment ça. C'est un aventurier de la vie qui a réussi à construire des activités autour pour pouvoir vivre de sa passion. Est-ce qu'il y a une aventure que tu as déjà regrettée ? Non, jamais encore. En fait, il y a toujours des leçons à tirer d'une aventure. Tu vois, des fois, ça se passe très très mal. C'est très très dur, c'est très douloureux et c'est plus de la souffrance que du plaisir. Mais on en tire toujours des éléments qui sont très positifs. Tu vois, aujourd'hui, dans notre
société, on a tendance à voir la souffrance, la douleur comme quelque chose de négatif. Mais en fait, ça fait partie de la vie. Et c'est quelque chose qui est en nous et on a besoin de ça pour pouvoir se renforcer, mais aussi pour mettre un référentiel. Sinon, tu sais pas vraiment ce que c'est le bonheur et être heureux. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un référentiel. Au plus tu vas être malheureux, au plus tu vas être heureux. Parce que ça te fait un référentiel de quand tu as ensuite atteint des moments de flow et de plénitude, comme tu l'as vécu, le malheur et la souffrance, mais tu arrives à avoir cette différence entre les deux. Tandis que si tu es toujours sur cette courbe stoïcienne, voilà, où tu es toujours heureux, en fait, tu tapes pas des moments tu vois, de plénitude et de bonheur extrême. Donc, c'est ça aussi, tu vois. J'ai pas regretté, j'ai beaucoup souffert, mais ça me permet de remettre le curseur en bas du roller coaster. Et tu vois, moi, je trouve que c'est important d'être au niveau émotionnel, d'être sur un Space Mountain que sur le manège des enfants qui tournent avec les chevaux, là, tu vois. Et donc voilà, je regrette pas, mais j'ai déjà eu des moments aussi qui sont plus mal passés que bien passés, mais ils font partie de la vie, ils sont importants. Tu dirais que c'est quand la fois où tu as le plus souffert? Ben récemment. Dans le Grand Nord? Ouais, dans le Grand Nord, j'avoue qu'il y a un mois en arrière, j'ai subi les plus grandes souffrances de ma vie sur le plan physique, sur le plan émotionnel, et ça m'a beaucoup impacté, tu vois. Là, on est quasiment un mois après, je suis encore très très fatigué, je dors pas la nuit, c'est vrai? j'ai des anxiétés, je me réveille de peur de mourir de froid, de peur qu'il y ait un loup qui m'attaque, et j'ai des douleurs encore, et l'énergie, le power, il est pas revenu, quoi. Donc, c'est un traumatisme, ouais. Ouais, c'est impactant, c'est un petit traumatisme, ouais. Comment tu... Parce que je trouve que c'est facile. C'est beaucoup plus facile a posteriori de nobéliser. On dit nobéliser, Clément? Rendre noble? Tu ne sais pas? C'est plus facile, je trouve, a posteriori de valoriser la souffrance. C'est beaucoup plus dur quand on est en train de la vivre. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es dans cette souffrance? D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si tu te dis la même chose quand elle est physique que quand elle est émotionnelle. Qu'est-ce que tu te dis pour la rendre tolérable? De l'expérience déjà. En fait, j'ai appris avec le temps, avec toutes mes expériences de vie, mes aventures, mes courses ultra trail. Je sais pas si tu connais ce sport, c'est tout de même le sport le plus dur du monde. Donc on vit quand même au sein d'une épreuve sportive des moments de souffrance et de troubles assez extrêmes. Pardon, qui définit que c'est le sport le plus dur du monde? Ouais, c'est quand tu compares, bon déjà je prêche pour ma paroisse, mais quand tu compares en fait l'effort déjà en durée, on est sur un effort d'ultra endurance, ça veut dire que tu vas rester tu vois, sur un format classique, un 100 miles, 160 km, les meilleurs vont mettre une vingtaine d'heures et les plus lents vont mettre 40, 60 heures pour une diagonale des fous. Donc tu passes beaucoup de temps sur le terrain, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, dans des terrains qui sont très difficiles, des pierres, des roches, ça tape partout, des trucs qui te rayent les bras. Les météos, tu peux avoir des trucs de 40 degrés en vallée ou dans les tropiques, et en haut, quand tu montes, il fait 0 degré, tu te gèles. Et c'est le même geste. Tu vois, il y a par exemple des épreuves d'ultra-endurance comme des triathlons, des Ironman, mais la charge est répartie sur 3 sports. Ce qui fait que c'est très dur, mais d'un point de vue vraiment mécanique et tissulaire, comme tu répartis la charge, tu atteins des niveaux de souffrance qui sont moins élevés. Donc voilà. Voilà pourquoi l'ultra trail. Et pourquoi c'est pas au JO? Alors ça sera au JO prochainement. Ah, c'est vrai? Voilà, c'est parce que c'est des sports qui sont assez nouveaux à l'échelle de l'histoire du sport. Avant, courir en nature, c'était pour fuir des prédateurs ou chasser nos proies ou promener tes moutons pour certains métiers. Mais voilà, c'est un sport qui est assez nouveau. Et en fait, pour tout te dire, c'est le sport qui a connu la plus forte croissance dans les 5 dernières années. D'accord. En termes de nombre de participants, donc de croissance en pourcentage de nombre de participants, de nombre de dossards sur les courses, c'est le plus gros. Je dis pas en nombre d'adhérents, parce qu'il y a encore des sports comme le foot qui sont largement mais au-dessus, en termes de croissance, c'est le numéro 1 sur les 5 dernières années, et c'est encore le cas cette année. Comment tu l'expliques? Très simple, ça répond aux problématiques de la société moderne. Qui sont qu'on n'est pas fait pour être entre 4 murs dans un milieu urbain, c'est pas naturel pour nous. Mais ça a toujours été le cas. Par contre, ce qui s'est ajouté récemment, c'est l'ultra utilisation des écrans et l'ultra syndrome du FOMO.
Fear of missing out, donc la peur de rater. Exactement, avec les réseaux, tout ça. Et en fait, on se rend compte que le mouvement physique, je ne parle pas de sport là, vraiment bouger son corps est quelque chose de naturel et de vital pour l'humain. Si tu le fais pas, tu vas baisser ton bonheur. Voilà, tu vas commencer à avoir des dépressions. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu les chiffres, États-Unis, Europe, les taux de dépression n'ont jamais été aussi hauts. Tu as une personne sur 3 qui prend des médicaments, je crois, aux États-Unis pour la dépression. C'est énorme et ça ne fait que grossir. Donc ça, c'est un gros problème moderne. Et donc ça, c'est sur le côté mouvement physique. Mais après, la connexion à la nature, je veux pas passer pour un ésotérique spirituel là, mais c'est quelque chose qui est vraiment vital, qui a été prouvé. D'ailleurs, la société japonaise l'a compris avant tout le monde, et les médecins, pas les médecines cheloues là, la vraie médecine, prescrivent des heures de nature, ça s'appelle il y a un nom japonais que j'ai oublié, à leurs patients pour se régénérer. Parce que quand tu vas en nature, en fait, les arbres, les plantes émettent des petits éléments dans l'air que tu respires, que tu captes. Tu as tes sens aussi, les sens, ils ont besoin d'être en éveil, d'être captivés, l'odorat, le toucher, le goût, la vue, les bruits des petits oiseaux. Et tout ça, en fait, va te régénérer mentalement, va aussi faire réaugmenter ton système immunitaire, tu tombes moins malade. Et donc, le trail, en fait, est un sport qui est hyper facile à faire. Il n'y a pas d'artifice. Ok, vas-y, il faut du matériel, il faut un vélo, il faut aussi... Oh non, c'est bon, j'y vais pas. Non, c'est simple, tu vas avec une paire de chaussures. Dans le premier parc qui est à côté, dans la première forêt, tu as la notion aussi de dépassement de soi qui est hyper facile à atteindre. Aujourd'hui, on est dans une société où trouver du sens à ce qu'on fait est difficile, tu vois. Tu es au bureau, ok, on va faire tel objectif, il faut atteindre tel chiffre d'affaires. C'est abstrait. C'est abstrait, ça te parle pas. Tandis que là, c'est concret, c'est explicite, tu as une ligne d'arrivée, tu la passes ou tu la passes pas. Et ça valorise ta confiance et ton estime en fait. Donc c'est vraiment un sport qui répond, je pense, à une problématique moderne, et les gens se retrouvent du bonheur, font baisser leur niveau de détresse mentale, et c'est la réponse que je donne. Ouais. Voilà. Et donc pour revenir à comment tu gères cette souffrance quand tu la vis. Oui. Voilà, comment tu gères est-ce que tu gères la souffrance physique et la souffrance émotionnelle de la même manière? Est-ce que l'une peut survenir sans l'autre? Non, les deux, on fait qu'un, les deux font qu'un, parce qu'en général, c'est d'abord le corps qui parle, qui émet, et puis le cerveau qui répond et qui interprète et qui va gérer ça. Écoute, en fait, le cerveau, il est capable de t'amener dans des limites et de dépasser des zones que tu ne saurais imaginer quand tu ne l'as pas vécu. En fait, il faut bien comprendre que la souffrance, la douleur, là, il y a plusieurs niveaux sur l'échelle. On va même commencer par l'inconfort. Aujourd'hui, je le redis encore, je pose de la critique là-dessus, mais on est dans une société de plus en plus confortable, quoi. On cherche d'en faire le moins possible dans notre canapé, en cliquant sur une application pour avoir un repas, un taxi, un match. On commande des éléments à la maison, du matériel qui arrive comme ça le lendemain. Et donc, on se déshabitue à l'inconfort, en fait. Et tout de suite, le moindre inconfort, oh là là, il fait froid, il faut que je monte le radiateur. Il fait chaud, j'allume la clim. Donc, on a vraiment cette relation à l'inconfort qui est négative, quoi. Notre but dans la vie, c'est toujours de rien ressentir. Alors que ressentir le froid, ressentir le chaud, la douleur, c'est quelque chose qui est important aussi pour se connecter à son élément et pour vivre tout simplement, en fait, parce que ressentir, c'est les sensations, je l'ai dit tout à l'heure, l'essence, c'est vivre. Donc, on s'arrête souvent à l'inconfort, en fait, alors qu'on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je suis dans cette exploration aussi et je l'ai compris. Donc, tu as l'inconfort d'abord, on est quand même beaucoup à réussir à le passer. Ensuite, tu vas arriver dans la douleur. T'as divers types de douleurs. Évidemment que tu tombes, tu te pètes une cheville ou une jambe en deux, tu t'arrêtes. Par contre, la douleur où juste il se passe quelque chose au niveau d'un muscle, ça commence à chauffer, t'es encore très loin de où est la vraie limite. Au-dessus de la douleur, tu vas avoir ce que j'appelle la petite torture, où ça va être une zone un petit peu plus ciblée. Tu sais, comme si on te torturait, qu'on te piquait un petit peu. Mais bien souvent, tu te rends compte que c'est une petite torture parasite. Et qu'en fait, si tu continues un petit peu,
ça va disparaître. Souvent, ça va disparaître, cette petite douleur parasite. Ou au pire du pire du pire, même si ça reste le temps de l'aventure ou le temps de la course, le lendemain, ça aura disparu. Ensuite, il y a d'autres niveaux. Tu vas arriver sur ce que je peux appeler le martyr. Ça va être un petit peu plus tout le corps qui est pris. Tu pars dans une... Là, l'émotion va commencer à rentrer, où ça monte, ça descend, et où tu engages tout ton corps dans cette échelle de douleur. Ensuite, tu vas avoir d'autres niveaux. Et pour moi, le dernier niveau, c'est vraiment... c'est plus le désespoir, en fait. Et en fait, tu te rends compte que vraiment, dans une situation où il n'y a plus aucun espoir, je ne l'ai jamais atteint. À part, comme je t'ai dit, le niveau de douleur où tu as une blessure traumatique, un os pété, là, tu peux rien faire. Par contre, le vrai désespoir, c'est ce que je me dis dans ma tête. Est-ce qu'il y a encore un espoir de faire un pas en avant? Est-ce que je peux encore faire un petit pas d'1 centimètre en avant? Tant que je peux le faire, je continue. Et ça, c'est hyper puissant comme discours mental. Et souvent, je suis capable d'aller au bout grâce à ça, quoi. Donc, si on devait théoriser les stades de la douleur, d'abord, il y a l'inconfort. Ensuite, il y a la petite torture. La douleur, la douleur. Alors, un peu la douleur, la petite torture, le martyr. Ouais, je vais rajouter le calvaire aussi au-dessus du martyr. Ouais. Le calvaire. Ah, le calvaire au-dessus du martyr. Le calvaire, c'est... Et comment tu distingues les deux? Martyr, c'est vraiment, pour moi, tout le corps qui est... C'est le moment où même l'énergie, elle est plus là. C'est vraiment, corporellement, c'est une douleur globale, tu vois. Et le calvaire, c'est quand, en plus, le cerveau, même lui, il est plus capable d'avoir une discussion de positivisme avec ton corps. Même lui, il dit... c'est le calvaire, j'en peux plus, quoi. Non, mais je sais pas ce que je fous là. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, voilà. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Ça sert à rien. Tu remets toute ta vie en question, quoi. Donc, l'inconfort, la douleur, la petite torture, le martyr, le calvaire et le désespoir. Alors, attends. C'est moi qui l'ai inventé, ça. Non, mais c'est la théorie Mathieu Blanchard de la douleur. Je sais pas et donc, toi, t'es allé jusqu'à où? Moi, je me retrouve souvent dans le martyr, ouais. Dans le martyr. Ouais. Est-ce que mentalement, ce sont les mêmes stratégies qui te font dépasser un stade? Est-ce que tu arrives à sortir d'un de ces stades grâce aux mêmes stratégies mentales, ou est-ce que tu en as des spécifiques pour chaque niveau? Non, globalement, c'est les mêmes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment aussi... une relation à cette échelle de la douleur qui a évolué il y a encore quelques années en arrière. Moi aussi, je jetais l'éponge sur les premières sensations de souffrance. Mais aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a une personne aussi, une ultra-traileuse qui est la meilleure du monde, qui est dans mon team, qui s'appelle Courtney De Walter, qui a une façon de l'expliquer qui est très intéressante aussi. En fait, elle dit que quand elle rentre dans cette échelle-là, elle rentre dans ce qu'elle appelle la pain cave. Donc on pourrait la traduire par la grotte de la douleur, ouais. Où elle s'imagine en fait avec une pioche là, comme les 7 nains dans Blanche-Neige, et où elle va toujours diguer, creuser un petit peu plus loin dans sa pain cave, et elle explore en fait un univers qu'elle ne peut explorer que quand elle est dans cette situation-là. Et ces situations-là, en fait, elles sont rares dans l'année parce qu'on ne peut pas faire 15 courses par an ou 15 aventures, il va y en avoir 2, 3 maximum. Et finalement, elle valorise ce moment, elle le rend unique, où elle va aller apprendre à se connaître un petit peu plus dans cet univers de combat mental. Et elle sait elle raconte qu'au plus elle va creuser dans cette grotte, au plus elle va devenir plus forte. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est une théorie, hein, le cerveau n'est pas un muscle, mais on peut l'imaginer, faire cette analogie-là. On peut pas le muscler physiologiquement, mais d'un point de vue imagé, voilà. Imaginer, genre la mémoire, on peut être plus fort et avoir une relation. En fait, un niveau de douleur que tu vas avoir un jour, mais quelques années plus tard, si tu as vraiment refait ce niveau de douleur, tu le sens beaucoup moins douloureux. Donc c'est là qu'on dit que oui, on peut aussi muscler son mental. Maintenant, j'imagine que ceux qui nous écoutent peuvent nous dire, mais où ça va s'arrêter, quoi? Ça s'arrête où? Ça s'arrête, en fait, tu finis à l'hôpital, tu finis mort. En vrai, les limites sont loin. Hein. Les vraies limites, parce qu'on est bien fait. Hein. On est bien fait. Hein. Notre corps, notre cerveau nous protège pour notre intégrité physique et mentale. Mais en vrai, dans le process, on a été mal monté, quoi. Ils nous ont mis les protections beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt, ce qui fait que ça nous bloque.
Et on se rend compte que quand on explore ces limites-là, elles sont tellement plus loin que le premier signe d'inconfort. Voilà. Et je me suis pas rendu jusque-là que en fait, le désespoir te protège. Voilà. Quand vraiment il n'y a plus espoir, c'est pas le moment où tu vas faire une crise cardiaque ou ton cerveau va s'arrêter de tourner. Tu vas t'arrêter parce que voilà, c'est le final, quoi. C'est philosophique, c'est fini. Là, il faut jeter l'éponge, s'arrêter, aller se poser, quoi. T'as déjà vécu le calvaire? Oui, aussi. Je pense que sur ma dernière course, je me suis jamais autant répété qu'est-ce que je fous là. Et ouais, ça c'est plus personnel, mais je me suis, j'ai cru que j'allais mourir, pas au sens, ouais, j'ai cru que j'allais décéder, quoi, vraiment. Tu te dis quoi à ce moment-là? Ben à ce moment-là, je me dis, faut que tu appuies, j'avais une balise GPS, quoi, faut que tu appuies, je suis sur un dilemme, faut que j'appuie sur le bouton SOS, non t'appuies pas, oui t'appuies, non t'appuies pas, mais si t'appuies pas tu vas mourir là. Et je sais pas, c'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour les genres de personnes, pour moi, ce genre de projet, parce que ouais, je sais pas à quel point on peut se mettre en danger. Et puis ouais, j'avais quand même un peu perdu espoir, quoi. 2 fois, une fois je peux plus respirer, donc tu t'enlèves ce truc là, il reste plus grand chose. C'est la vie, quoi. La respiration, c'est ce qui te connecte directement avec l'extérieur. Et quand tu te couches par terre et que tu te dis j'ai peur de m'endormir parce que si je m'endors je vais faire une hypothermie, je vais pas me réveiller, c'est vraiment des situations qui sont extrêmement complexes à gérer. Donc ouais, je suis encore en train de processer tout ça. Pourquoi je me suis amené là, pourquoi c'est pas important, pourquoi t'as pas appuyé sur le bouton SOS, mais en même temps j'ai été au bout, quoi. Donc c'est ça qui me perturbe. Arrêter pour regretter, ouais, j'ai pas encore toutes les réponses. Je dois encore introspecter ce que j'ai vécu là-bas, mais ouais, je me suis amené dans ce calvaire-là, près des espoirs qui étaient des nouvelles situations, et il va falloir que je travaille ça pour le futur. Qu'est-ce que ça t'a fait réaliser de frôler la mort? Oh là là, cette question, ça m'a fait réaliser à quel point c'est une chance, la société dans laquelle on vit. C'est vraiment... on se rend pas compte de tout ce qu'on a construit autour de nous, de tout ce qui est protecteur, tout ce qui est sécurisant. Mais en fait, tu vois, ce que j'ai vécu là-bas, ce qui est fou, c'est que sur Terre, il y a encore des gens qui vivent comme ça. À moindre échelle, certes, mais qui vivent avec un niveau de confort moindre, qui sont à la merci des éléments. Et tu vois, quand je rentre aujourd'hui, là, ici à Paris, et encore aujourd'hui à 3 semaines, là, quand j'ai pris ma douche ce matin à l'hôtel, là, en fait, la douche, elle a un autre goût. Ah, je kiffe, ouais. Et je kiffe, je la regrette couler, je pose mon front sur le mur, et c'est quelque chose qui est plus banal pour moi, quoi. Ça va redevenir banal dans quelques temps, mais tout d'un coup, tu vois, tout devient précieux. Tout devient précieux, ouais. C'est con aussi, mais une toilette. Et tu te rends pas compte, comme le trône, là. Ouais. C'est confortable, parce que quand t'es à moins 40 et que tu dois faire tes besoins, je peux te dire que c'est horrible. C'est vraiment, vraiment horrible. Tu dois le visualiser 3/4 d'heure avant, comment tu vas gérer ça. Et il n'y a rien de plus confortable que l'eau courante et une toilette quand tu dois être le Speedy Gonzalez du caca, quoi. Quelle belle métaphore. Non, mais c'est vrai, à moins 40, tu te rends pas compte. Baisser son froc à ces températures-là, c'est vraiment dur. Mais donc cette Yukon Arctic Race, pour peut-être celles qui ne connaissent pas ce que c'est, moi je connaissais pas avant d'entendre parler du fait que tu l'avais faite, et je crois que tu es le seul à l'avoir terminée. On est 3 à l'avoir terminé cette année. Ouais. Okay. La course a une dizaine d'années. En général, il y a moins de 5% de personnes qui finissent ça. Ouais. C'est plus une aventure, un casse-tête qu'une course avec un dossard, quoi. Ouais. Comment tu l'as découverte et qu'est-ce qui t'a convaincu de la tenter ?
Alors je l'ai découverte, déjà moi j'ai habité donc 10 ans au Canada, donc les aventures dans les milieux très très froids, je les avais un petit peu spotées. Mais il faut acquérir beaucoup d'expérience pour aller sur ce genre d'événements parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'extrême sur plusieurs critères. Déjà en termes de distance, bon, il y a plus de 600 bornes à faire. Donc autant te dire que pour faire 600 bornes, ça se fait pas en 3 jours. Il faut au moins une semaine, 10 jours. Donc là, tu sors un peu du cadre de juste courir, te ravitailler et puis finir. Il faut vraiment avoir une gestion globale dans laquelle tu vas intégrer vraiment tes repas, ton sommeil. Tu fais quasiment 100 km par jour? Là, j'étais sur une moyenne de 80 km par jour. Ouais. Ah ouais. Ouais, 80 km par jour, en fait. C'est 2 marathons par jour. Ouais. Si c'est sur la route ou sur un chemin sec, c'est facile pour moi. Mais là, ce qui est difficile, c'est que c'est dans la neige. La neige, c'est mou. Et j'avais une luge aussi de 30 kg derrière qui s'enfonçait dans la neige. Et donc, faire 80 km avec ça, faut vraiment... faut s'engager. Ouais, j'aimerais quand même que les personnes qui nous écoutent se rendent compte. 2 marathons par jour avec une luge de 30 kg derrière soi à des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Ouais. Donc ça veut dire que... Donc qu'est-ce qui te fait dire « Allez, pourquoi pas ?» Ben en fait, tu l'as compris, j'aime les grands défis, j'aime les aventures. Pourquoi j'aime l'aventure? Il y a des tas de raisons, mais j'aime découvrir de nouveaux paysages. Et c'est vrai que c'est facile l'accès aux paysages tempérés qu'on a chez nous en France, en Europe, les paysages tropicaux parce qu'ils sont plus chauds. En revanche, les paysages glacials, polaires sont beaucoup plus difficiles d'accès. T'as pas de transport, pour y aller c'est très très compliqué. Et comme t'as pas l'habitude d'y aller, c'est toujours de la nouveauté. Tu redécouvres un environnement, les forêts boréales, les toundras, les animaux que tu peux trouver là-bas, c'est pas les mêmes que dans nos régions. Donc cette envie d'explorer, de découvrir est hyper puissante en moi. Et ensuite le goût du défi aussi. Il n'y a rien de plus difficile que la gestion du grand froid. J'ai la chance d'avoir fait des traversées de jungle. Voilà, la jungle très dense, très humide, tous ces animaux, il y en a beaucoup. Les déserts aussi, tu vois, j'ai traversé un petit bout du désert du Sahara, on s'est pris 58 degrés Celsius, c'est extrêmement difficile. Mais le froid, l'extrême froid en fait, suit quand tu passes en dessous de moins 35. Et extrêmement complexe à gérer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps. Quand tu as un problème, il faut que tu le résous dans les 10 secondes. Faut que tout de suite. Dans le désert, dans la jungle, tu as un souci, tu t'arrêtes, tu te poses, tu as le temps de réfléchir, boire un café et résoudre le problème. Là, tu n'as pas le temps. Si tu t'arrêtes tout de suite, les doigts commencent à geler, puis les pieds, et puis ça va très vite. Ça va jusqu'à assez vite des grosses problématiques. Tu vois, il y a 3 ans en arrière sur cette course, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup angoissé, et j'en ai fait des cauchemars et j'en ai eu très peur. Il y a un Italien, Roberto Zanda, il a eu des problématiques, il a mal géré, il s'est arrêté, il a commencé à plus sentir ses doigts, il n'arrivait plus à appuyer sur le bouton SOS du GPS, il a commencé à vriller. Bon, je te raconte pas toute la suite de l'histoire, mais bref, il a fini quadruple amputé. Ils lui ont coupé les 2 bras et les 2 jambes pendant cette course-là, tu vois. Donc c'est quand même assez extrême. Et ça me fait peur, mais en même temps, ça m'excite. Ça m'excite de me dire, j'aimerais y aller et moi aussi craquer le code de cette aventure-là, comment gérer. Voilà, donc ça, c'est vraiment la raison sportive et d'aventure. Et après, il y a un côté plus personnel aussi. Ma carrière sportive et d'aventurier a été très vite. J'ai pas eu le temps de m'y adapter. Tu vois, quand je regarde mes collègues sportifs pros, ils ont des carrières. Quand je suis sur un podium avec eux, le speaker il dit « Oui, un tel a gagné cette course il y a 20 ans en arrière. » Tu vois, ils ont des expériences de 10, 15 ans, 20 ans. Et puis moi, j'ai commencé ce sport il y a même pas 10 ans, tu vois. Donc tout a été très vite. La carrière a progressé vite et venu avec aussi toute cette partie médiatique qui m'a pris de court en fait. J'ai pas eu le temps de m'y adapter et ça paraît banal, mais en backstage, quand tout d'un coup t'es ultra sollicité, on t'en demande beaucoup, on t'en demande aussi beaucoup sur les réseaux parce qu'aujourd'hui ça fait partie du métier de sportif professionnel. Il faut pas juste performer, il faut aussi communiquer et alors tu fonces tête baissée là-dedans et tu finis par saturer un petit peu. Et tout ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la reconnexion à la nature, c'est quelque chose qui a été très puissant dans ma vie et c'est ce qui m'a fait
changé de vie, qui m'a fait commencer à être sur une courbe d'épanouissement, de bonheur. Mais ces 2 dernières années, tout cet engouement autour de ce sport qui explose, cette médiatisation et toutes ces demandes de communication, j'ai un petit peu saturé. Les écrans m'angoissent, tu vois. Des fois, de devoir faire un post, ça m'angoisse, de devoir le faire pour un partenaire, pour moi, de devoir me connecter, de scroller pour regarder ce qui se passe. Et là, je me suis dit, ok, là, je suis à un moment de ma vie, il ne faut pas que je fasse comme d'autres, à rentrer dans une spirale qui va commencer à me faire vriller dans ma tête et déprimer, quoi. Il me faut un défi où je me déconnecte. Voilà. Je me déconnecte très, très, très fort. Et je sais que pour ça, si tu te mets dans un milieu reculé, sans réseau, il n'y a rien, il n'y a pas de téléphone, tu n'as pas le choix. Et dans un milieu où aussi ton engagement physique est tel que tu vas te mettre à fleur de peau et tu vas faire tomber tous tes masques, en fait, tous tes artifices que tu as construits autour de toi. Et tu vas tout d'un coup être beaucoup plus connecté à ton environnement. Et quand tu choisis comme environnement la pleine nature sauvage, je sais que tu peux te transformer en animal, quoi. Ça paraît bête, mais en fait, on a au fond de nous un instinct caché dans le cerveau, là, un peu primaire, qui est en nous. C'est une identité, tu peux pas l'enlever. Peut-être que ça disparaîtra dans des millions d'années à force de rester en vie, mais on l'a encore aujourd'hui, d'être capable de décupler ses forces d'un coup pour pouvoir se battre avec un animal, quand tu as trop froid, que tu as l'impression que tu vas mourir, tu retrouves ce regain d'énergie pour avancer, pour recréer de la chaleur. Ton ouïe va commencer à se développer beaucoup plus. Tu vas entendre un petit peu mieux ton environnement parce que ça va être protecteur pour la survie. Et c'est ce que je suis allé chercher là-bas. De retrouver un petit peu une certaine forme d'essentialité. Cette essentialité, c'est juste survivre en milieu naturel. Parce que ça peut paraître comme ça souffrant de se retrouver. Attends, c'est horrible de plus avoir son canapé, son chiotte, sa douche et tout. Oui, mais en vrai, 50 degrés. En vrai, au début, tu vas avoir une phase de transition où tu vas beaucoup souffrir, où en fait, tu vas comme t'affranchir de ce confort-là. Et c'est dur, la transition. Tu fais comme une. Comment dire, là, tu sais, quand tu vas. Le papillon presque qui. Non, mais tu sais, quand tu vas dans un hôpital pour te. Mince, quand tu bois trop d'alcool ou quoi. Décuvé ? Non, une cure de désintox. Cure de désintox, voilà. Tu fais une sorte de transition de cure de désintox. Mais après, quand tu réussis à rentrer dans cette phase où tu te mets en harmonie avec ton élément et que tu retrouves cet instinct animal, tu peux rentrer dans un état de flow qui est assez puissant, qui est vraiment puissant. Et pour avoir fait quelques soirées un peu arrosées, tu te retrouves dans des états de flow parfois plus puissants, quoi. Ouais. Donc c'est ce que je suis allé chercher à un moment de ma vie pour ressentir ça à nouveau, pour aussi passer beaucoup de temps tout seul avec moi-même pour faire cette introspection que je réussis pas forcément à faire dans mon quotidien. Même si je pars parfois m'entraîner et faire une longue sortie en montagne d'une dizaine d'heures, les 10 heures ne suffisent pas à aller creuser assez profond dans mes problématiques personnelles que je dois réduire, mes projets. Et là, vraiment, bon, écoute, tu pars 10 jours en nature tout seul, tu as le temps de creuser, de refaire le point. Là, je suis encore en train d'infuser, mais clairement, il va y avoir je réorganise ma vie, tu vois. Ah ouais. Qu'est-ce que ça t'a révélé ou qu'est-ce que tu as réussi à creuser ? Ma relation aux réseaux sociaux, la manière dont je travaille, de vouloir tout faire tout seul parce que je suis un peu trop perfectionniste, de laisser un petit peu faire des équipes autour de moi pour enlever ce qui m'amène vers des angoisses et pour pouvoir me concentrer sur ce qui m'énergise et là où je suis bon et là où je suis créatif. Et ça, il y a que ce genre d'aventure qui me permet de m'en rendre compte, en fait. Non, tête dans le guidon et tu fonces, quoi. On entend souvent dire que ce qui compte, c'est le chemin plus que l'arrivée. Cela dit, j'entends quand même officieusement de cette course que tu ne voulais pas arriver au point où tu demandes de l'aide et où finalement, même si tu avais déjà parcouru un beau chemin, tu ne terminais pas. Qu'est-ce qui te coûte dans le fait de ne pas réussir ce que tu t'es fixé ?
En fait, c'est vrai ce que tu dis, ce qui compte, c'est le cheminement. En fait, j'ai beaucoup appris aussi. J'ai commencé à toucher du doigt tout ce que je t'ai dit avant dans la préparation. Parce que pour préparer, même si on n'est jamais prêt pour préparer un truc comme ça, tu dois essayer de te mettre un petit peu en amont dans les situations que tu imagines qui seront là-bas. Alors, j'ai passé beaucoup de temps en montagne avant de partir. Déjà à tirer ma petite luge et à dormir dehors. Donc, j'ai déjà commencé ce travail, tu vois, c'est pas perdu. Mais ce qui va me coûter le plus, même si certaines personnes vont penser que c'est la médaille et l'ego de finir, ce qui va me coûter le plus, c'est de ne pas aller dans cette dimension profonde d'échelle de douleur dont on a discuté tout à l'heure. Parce que, en fait, au plus tu vas aller loin, au plus tu vas découvrir, être fatigué, au plus tu vas tomber ces masques, casser cette carapace, la briser, la casser, et au plus tu es libéré de tout ça, au plus tu es à fleur de peau et au plus tu es à même de pouvoir déjà te connecter à ton élément, le ressentir, et surtout d'aller dans des dimensions mentales qui sont de l'ordre spirituel assez profondes, quoi, qui te permettent même de... comme si tu allais faire... tu sais, ils font ça au Mexique, là, ils prennent des champignons et ça leur permet d'atteindre des états de conscience modifiée qui leur permet d'ouvrir des portes, d'avoir des réflexions qu'ils ne s'autorisent pas ou qui sont bloquées en fait par des cases dans la tête. Et en fait, si je m'arrête trop tôt, ben je perds toute cette possibilité de creuser pour aller là. Donc après, c'est pas grave parce qu'il peut y en avoir d'autres, mais si tu veux tout savoir, la préparation, l'engagement pour toi, ce que tu fais aussi un petit peu subir à ton entourage parce que t'es pas forcément présent. T'es pas présent physiquement, mais t'es pas présent aussi mentalement, tu vois. Les gens vont souvent dire avant mes courses, mes aventures, yo, je suis en train de te parler là. T'es dans la lune, quoi. En fait, c'est que je suis déjà plus là, tu vois. Et les personnes qui font pas ça, ils comprennent pas. Alors ils se disent, mais en fait, il me considère pas, il s'en fout de moi, il pense qu'à lui. Mais non, en fait, c'est que t'es déjà un petit peu plus là, quoi. Et tous ces concessions, ces sacrifices que tu fais aux yeux des autres, si t'abandonnes trop tôt, c'était un peu... vain. Ouais, un peu vain, exactement, ouais. Comment tu gères justement quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, quand tu fais des erreurs, quand peut-être t'atteins pas les objectifs que tu t'étais fixés? Comment tu arrives à ne pas ruminer? Écoute, déjà la première chose, je pense que ce qui différencie les grands sportifs, les grands aventuriers, les grands entrepreneurs, c'est que on n'a pas peur de l'échec. Ça veut dire que volontairement, déjà, on se met dans des situations personnelles où on se met vraiment en danger et où finalement l'échec est vu comme un jeu, quoi. Donc tu vois, c'est ce que je me dis quand j'arrive dans une situation qui est hyper complexe à gérer. Je me dis, bon, finalement, c'est une chance d'être ici parce que là, tu es dans une zone où tu vas potentiellement te louper, tu vas te rater, tu vas pas réussir à passer cette barrière ou ce puzzle qui est en face de toi. Mais finalement, c'est une chance parce que c'est maintenant, si tu réussis à craquer ce truc-là, que tu vas passer par-dessus, tu vas passer cette porte et que tu vas t'amener dans une dimension où les autres ne sont pas. Et c'est ce qui fait qu'après, tu peux faire des choses extraordinaires, quoi. Pas au sens extraordinaire de t'es plus fort que les autres, mais différent de l'ordinaire, quoi, au-dessus de l'ordinaire. Donc c'est comme ça que je gère mentalement, de me dire que je valorise les problèmes et les échecs. Je me dis c'est une chance d'être là, de l'avoir enfin devant moi, parce que sinon si tu essayes pas d'y aller là, tu ne l'as jamais, tu vois. Et ensuite tu cherches des solutions, voilà. Tant qu'il y a toujours quelque chose à faire, essayer. Je me suis mis à coudre, tu vois. Je me suis mis à coudre. À un moment donné, mon pantalon s'est déchiré. Hyper dangereux comme situation. L'air s'engouffre, moins 40 dans les jambes, ça remonte. C'est chaud, tu vois. Faut vraiment
ben hop, je m'arrête. J'avais prévu mon petit kit et j'avais jamais fait de la couture de ma vie et j'ai fait. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que la couture était belle. Faudrait que je la regarde à nouveau là sur le pantalon. Mais t'as toujours des solutions. Tu vois, le problème qui t'arrête complètement, il est quand même très très rare celui-là. Quelle est la dernière situation que tu as ressentie comme un échec? Parce que dans tous les cas, tout ça, c'est des perceptions, mais laquelle, toi, tu as vécu comme un échec, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi ce que tu t'étais fixé? Pas dans cette aventure-là? Non, dans ta vie. Enfin, la dernière fois. Le dernier gros échec, c'est arrivé cette année, chronologiquement. Il y a une grande course dans notre sport qui s'appelle l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB. C'est une course qui fait tout le tour du massif du Mont Blanc. La course la plus dure du monde? Non, c'est pas la plus dure. Non, elle est très difficile, hein, mais les chemins sont plutôt faciles. C'est des grands chemins de rando, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Elle est difficile parce qu'il y a quand même 170 bornes à faire et 10 000 mètres de dénivelé, mais dans ces catégories-là de course, non, c'est pas la plus difficile. Mais elle est très très belle, tu fais le tour du Mont Blanc, tu la vois tout le temps. Et c'est une course qui est très très importante dans notre sport parce que c'est aussi le plus gros rendez-vous business de l'année. Le plus gros, c'est comme si tu imagines le grand salon de notre sport. Toutes les grandes marques se retrouvent là. Le festival de Cannes des trailers. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avant, il y a quelques années en arrière, c'était plus une course qu'un rendez-vous business. Aujourd'hui, j'ai plus la sensation que c'est un rendez-vous business qui se fait toute la semaine. En fait, il y a des rencontres, des meetings, des séminaires, un salon. Et quand la course arrive le week-end, c'est le spectacle de clôture du séminaire, ouais. où nous, on est les guignols. Mais c'est un rendez-vous. Moi, cette course, elle est hyper critiquée à cause de l'évolution qu'elle a pris, business et tout. Mais ça reste qu'elle est mythique, qu'elle est belle, et puis le massif est magnifique, et moi je la kiffe de ouf cette course. Mais beaucoup de pression autour de cette course, et tu vois, t'as bien compris que moi ce qui est important, ce qui est mon driver aujourd'hui, c'est vraiment cet esprit d'aventure. J'aborde mes courses comme, je vais découvrir quelque chose de nouveau, des nouvelles sensations, ça va être dur. Cette course-là, j'y vais chaque année depuis quelques années. Et là, je me suis pas rendu compte que cette année, j'y suis allé plus pour les autres que pour moi. J'y suis allé pour ma communauté d'abord. J'aime le partage, on en parlera peut-être plus tard, mais tu vois, quand ta communauté te répète souvent alors l'UTMB cette année, nanana, tu te sens comme ouais, faut que j'y aille. Obligé, ouais. Pour les partenaires aussi, ça fait plaisir parce que c'est là où il y a le plus de gros médias qui vont être là avec leurs grosses caméras et leurs gros appareils photo. Et où si tu t'affiches devant ces écrans-là, les marques forcément ont de la visibilité. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais y aller, mais sans savoir au fond de moi que je voulais pas y aller. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le dos là, qui s'est cassé, ça m'est arrivé à nouveau cette année. Quelques semaines avant la course, on est au mois de juin, tu vois. Je viens de faire une nouvelle course à Annecy, on appelle la Maxi Race, là, tout le tour du lac. Je l'avais jamais faite, c'était l'aventure, j'ai kiffé, j'ai remporté la course. La saison est super bonne. Et là, je m'entraîne pour cette course. Et au fond de moi, j'ai pas la flamme. Ouais, j'ai pas la flamme quand je me lève. Et ça, quand tu le fais une fois, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je commence à avoir une douleur dans le pied, tu vois, dans le tendon d'Achille. Le fameux talon d'Achille. Et oui, mais c'est parce que je m'entraîne trop, je fais trop de volume. Tu te poses pas plus de questions, quoi. Et je suis arrivé à la course, j'ai été capable de faire juste 40 bornes. C'est difficile quand t'es attendu là-bas, comme il y a encore quelques années, j'étais un outsider, avec mon gros syndrome de l'imposteur, j'avais tout à gagner, rien à perdre. Maintenant, quand t'es sur la ligne de départ et que t'es comment ils disent, plus favori, quoi, là, c'est pas du tout la même au niveau de la pression mentale. Et quand t'as cette charge mentale et qu'en plus, t'as pas trop envie d'être là, si t'es pas capable de t'en rendre compte tout seul avec tes propres discussions et ton cerveau, c'est ton corps qui va te le dire. D'une manière ou d'une autre, il va choisir un endroit et puis il va te le torturer bien fort et il va te dire là ça passera pas, quoi. Et sur le coup, c'était un énorme échec parce qu'abandonner une course, quand tu fais des semaines d'entraînement, t'imagines même pas tout ce qu'il faut mettre là-dedans. Et qu'en plus, t'as toute cette vibe média qui t'encense quand tout se passe bien, mais quand ça se passe mal,
est-ce la fin ça y est, c'est le crash, c'est la débandade. Enfin, tu as des titres racoleurs qui sont horribles à lire, tu vois. Mais là, tu te retrouves vraiment dans les semaines qui suivent dans un état de détresse qui est extrême. Et ça a été un énorme échec pour moi. C'était un énorme échec de pas m'être rendu compte ce qui est en train de se passer, de m'être planté complètement comme voilà. Mais encore une fois, j'ai pas peur de l'échec et j'ai su en tirer beaucoup de leçons. Ça a été un moment d'introspection très très fort. Je me suis rendu compte de tout ce que je suis en train de te dire. Si tu m'avais posé la question une semaine après la course, je ne t'aurais pas dit tout ça là. Et j'ai pris conscience qu'il fallait que je revoie mon pourquoi. Pourquoi j'allais m'aligner sur une course pour les bonnes raisons. J'ai fait un petit travail mental, je suis allé accompagner. Et j'ai fini par faire une autre course 1 mois et demi après, où j'étais vraiment j'avais très très mal, tu vois, à la Diagonale des Fous. Et je suis parti en mode, je me suis retrouvé un outsider, j'ai plus rien à perdre, j'ai juste à kiffer l'île, c'est l'aventure, je suis jamais allé, c'est trop stylé. Et j'ai remporté la course. Donc voilà, c'est pour dire que ouais, j'ai eu un énorme échec, mais c'est un exemple vraiment parlant et frappant que quand tu te sers de cet échec, que tu le travailles et que tu essayes de comprendre ce qui s'est passé, tu peux avoir un rebond derrière énorme. Post-course, et je demande ça vraiment pour avoir des conseils, parce que je suis vraiment le genre de personne, à chaque fois qu'il m'arrive une merde, genre je pense que je suis devenue résiliente et que je vais passer plus vite à autre chose, c'est faux. Je rumine beaucoup, j'ai beaucoup de mal à passer à autre chose, je me flagelle beaucoup. Donc je me demandais, toi, là par exemple après l'UTMB, est-ce que tu t'autorises à bader ? Est-ce que tu as réussi à réduire ce temps de flagellation ? Enfin voilà, comment finalement tu arrives à passer à autre chose et est-ce que tu arrives à le contrôler ? Excellente question, j'y ai beaucoup pensé. Tu as mis le mot temps au milieu de tout ça. Oui, je m'autorise parce que je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance, la douleur, la détresse, la tristesse, le malheur est un référentiel. Et je pense que cette période de déni, elle fait partie du processus et il faut la vivre. Il faut la vivre parce que tu vas réancrer un nouveau référentiel de où est le niveau de malheur et donc quand tu es là-haut, où est le niveau de bonheur. Donc vraiment, quand je me retrouve dans cette situation et que j'ai pris ce recul là-dessus, c'est dur émotionnellement, tu te lèves, tu as les larmes, tu remets tout en question, tu as envie de rien, tu envoies tout péter, tu es désagréable avec ton entourage, tu es irritable. Mais tu te rends compte que tu es là-dedans. Et pour moi, la résilience, c'est une définition que j'en ai donnée, une nouvelle définition. J'ai aucune idée ce que c'est la définition de résilience dans le dictionnaire. Mais pour moi, la résilience, c'est vraiment cette capacité à contracter les différentes phases de retour, à contracter dans le temps la période de déni, ensuite la période d'adaptation pour aller dans la période de retour le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me dis, ok, là j'y suis, c'est dur, je suis dans le déni, j'accepte pas ce qui s'est passé, je le conçois pas, je veux remonter en arrière pour tout refaire, mais c'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire tout seul ou avec les gens qui m'accompagnent, où je peux aller pour contracter cette période de déni. Et ça, c'est un vrai travail que je fais et que j'appelle la résilience. Au plus je suis capable de contracter les périodes compliquées, au plus je pense que je suis résilient. Et voilà, donc... Belle définition. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant, je crois que c'était... Ouais, ce week-end, je théorisais un peu la chose aussi. Je me disais, mais c'est vrai que finalement, est-ce que c'est pas un peu comme les 5 stades du deuil ? Enfin, je sais pas s'il y en a 5 pour la résilience, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette période après qu'on ait merdé ou qu'on ait connu un échec de déni, après flagellation, volonté de revenir en arrière, après potentiellement colère, après peut-être on lâche prise et après on peut enfin se remettre et se dire, enfin en tout cas moi ce que j'essaie de me dire c'est je vais faire en sorte que quelque chose d'encore mieux m'arrive pour ne pas faire de cet échec ou de cette erreur, qu'elle n'ait pas été vaine, quoi. Oui, elle a toujours du sens et l'idée c'est de pas reproduire, pas de se retrouver dans cette situation. Et ouais, c'est ça, il y a des phases, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi, la colère et la flagellation, je la mets dans le déni parce que c'est dans cette période-là que c'est le bordel, mais
Déni, pour moi, il y a déni. Ensuite, il y a acceptation aussi. Le moment Direct où... après. Bah ouais, direct après, au bout d'un moment où c'est arrivé, les faits ont eu lieu, je vais pas remonter en arrière, je peux rien faire là-dessus, ça a eu lieu, je l'accepte. Voilà. Adaptation, forcément, ça impacte, ça laisse des traces, parfois physiques, parfois dans la tête aussi. Donc, il faut accepter cette nouvelle situation, cette nouvelle énergie, ce nouvel équilibre de vie que tu peux avoir dû à l'échec. Et ensuite, le retour à une certaine normalité, quoi. Donc, j'en vois 4 des phases. Et quand tu dis que dans ces moments-là, tu fais une certaine préparation mentale seule ou accompagnée, qu'est-ce que tu fais seul et qu'est-ce que tu fais accompagné? Alors, seul, je travaille mon déni. Voilà, c'est un moment, je pense que c'est un moment aussi qu'il faut vivre seul. Bon, là, tu vas pas forcément... peut-être en fin de déni, tu peux commencer à en parler à une personne qui est apte à t'écouter, mais vraiment, cette période, je la vis seule parce que c'est trop bouillonnant, c'est trop instable, c'est trop hétérogène là, dans mon corps et dans ma tête pour avoir un discours cohérent ou pour pouvoir avoir une simple discussion. C'est le bouillon, quoi. Faut laisser calmer un peu le jus. Et accompagné, en fait, j'ai travaillé pour la première fois de ma carrière avec un préparateur mental, ce que j'avais jamais fait avant. Pour quelle course? Pour la Yukon? Non, pour post-UTMB. Post-UTMB. Ouais. J'étais un peu au fond et je me suis dit, ok. Tu sais, je suis même allé chercher un préparateur mental comme je serais allé chercher un psy, en fait. D'ailleurs, la limite est fine entre les deux, je pensais. Le psy, c'est plus un professionnel de la santé, mais quand tu vois les outils et l'approche d'un préparateur, un bon préparateur mental qui a été formé, pas filmé, c'est proche. Et putain, j'ai regretté de ne pas le faire avant. Ah ouais. Ouais. J'ai regretté de ne pas le faire avant parce qu'en fait, j'aime la performance. Je te dis, j'ai beaucoup lu sur le mental, sur la nutrition. Et en lisant des bouquins de prépa mentale, j'ai lu ce qu'étaient les outils. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je les connais, je peux les appliquer à moi-même. Et en fait, tu te rends compte que oui, tu appliques les outils. Par contre, la seule personne que tu discutes, c'est avec toi-même. Donc, tu es hyper biaisé. Donc, tu vas essayer de résoudre un souci, essayer d'analyser cet échec, mais en discutant avec toi-même. Donc, est-ce que tu vas prendre la bonne direction ou pas? Parfois, tu te retrouves devant des pas de doigts, voire 3 routes, puis tu vas réfléchir, tu vas dire c'est cette route qu'il faut prendre. Et je trouve que le préparateur mental, quand tu arrives à l'intersection, il te dit attends, analysons un petit peu plus la route qui part à gauche, là, plutôt que celle que tu vas aller à droite. Et avec un regard externe, une vision, un challenge qui est vraiment, vraiment pertinent. Et tu te rends compte qu'à la fin, effectivement, c'était peut-être l'autre route qu'il fallait prendre. Et ça, je pense que si je l'avais fait avant, j'aurais peut-être encore progressé plus vite, quoi. J'ai 2 questions qui me viennent. Est-ce que c'est la discussion seulement qui te permet, enfin ce ping-pong avec l'autre qui te permet de le verbaliser puis de le dépasser? Ou est-ce qu'il y a des outils qu'il te donne aussi ou que tu as mis en place qui t'ont aidé à te remettre plus vite? Alors, il y a la discussion et la pratique. Mon préparateur mental me donne des exercices à faire après à la maison, à la maison ou dehors, que je fais. Et donc, ensuite, quand on se revoit, il me pose des questions sur les exercices qu'il m'a donnés. Hein, c'est l'examen, voir qu'est-ce qui en est sorti. Et aussi, c'est beaucoup dans la temporalité. En fait, il n'a pas de structure de comment il va m'accompagner. C'est des besoins qui arrivent ponctuellement. Tu vois, par exemple, avant la Yukon Arctic Ultra, j'avais très très peur. La peur, j'arrivais pas à la gérer, quoi. Je veux pas perdre mes doigts, je veux pas. Membres, ouais. En fait, c'est que ça arrive souvent, tu vois. Et en fait, souvent, quand je lisais les récits de course de cette aventure, les gens te disent, mais nous non plus, on n'avait pas envie de perdre nos doigts, sauf que mentalement, on était tellement fort, tellement têtu qu'on a, malgré nous, on s'est amené jusque-là. Et comme je savais que j'étais aussi, j'étais un peu têtu et que je pouvais m'amener loin, je me suis dit, en fait, s'il y a un problème, c'est sûr, je vais perdre mes doigts, quoi. Et ça me paralysait. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, par exemple, et c'était vraiment une temporalité due à ça. Après l'Ultra Trail du Mont Blanc, quand j'étais un petit peu au fond du gouffre, que je me questionnais, mais est-ce que j'ai fait cette course pour moi, pas pour moi? On a beaucoup travaillé, et puis ensemble, on s'est rendu compte que je l'avais fait
un peu pour les autres, et ce qui m'a aidé aussi à l'accepter et à passer à autre chose. Et ensuite est venue l'autre course, la Diagonale des Fous. Et là, je lui disais, mais attends, mais j'ai cette douleur, j'ai trop peur que ça m'arrive à nouveau, je vais la rater cette course, j'accepterai pas un deuxième gros échec dans ma saison. C'est ma seule deuxième course de la saison, t'imagines? Et on a tout retravaillé sur quelle approche je vais avoir sur cette nouvelle course pour pouvoir pour être galvanisé et avoir envie d'y aller, quoi. Donc c'est vraiment dépendant de la situation. Et c'est évolutif, mais ouais, c'est à la fois des outils qui sont fournis, mais qui vont être utiles peut-être one time, et après on en utilise d'autres. Est-ce qu'il y en a que tu aurais aimé savoir avant et que potentiellement tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, qui ont vraiment fait la diff? Il y en a plein, il y en a des plus ou moins complexes. Qu'est-ce qu'il y a de très très simple? Ouais, par exemple, c'est très simple. Tu vois, mais avant cette deuxième course où je devais aller, où j'avais peur d'y aller, il m'a fait tirer une ligne, il m'a fait tirer une grande ligne au milieu d'une feuille de papier verticale, et il m'a dit à gauche, tu mets quels sont tous les risques qui font que tu vas aller là-bas, et à droite, quels sont tous les avantages. C'est assez banal, mais tu vois, il me dit allez, on le fait tout de suite ensemble là, dans la discussion qu'on avait. Et j'ai rempli peut-être 30 lignes d'un risque, et dans avantage, j'avais rien mis, quoi. Et là, elle a dit, ah ouais, ok, bon, il y a du boulot. Et on a travaillé comme ça pendant 15 jours. Et 15 jours après, il y avait presque plus rien à gauche et tout était passé à droite. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a permis de verbaliser et de concrètement travailler sur chacun des points qui me bloquaient et qui me perturbaient, qui me stressaient pour les transférer à droite. C'est tout à fait banal, mais d'avoir fait l'exercice seul et accompagné, ça a été super puissant pour moi. Tu disais que ce qui te motive vraiment, ou ce que tu aurais pu faire si tu avais connu ces outils plus tôt, c'est progresser plus vite. Je pense à Gilles Lelouch qui m'a dit la dernière fois mais t'as pas besoin de... Pourquoi tu veux faire ça plus vite? Pourquoi? Et donc voilà, je te pose la question parce que moi non plus j'ai pas la réponse, parce que moi aussi j'ai envie de progresser plus vite. Et la question corollaire, c'est comment tu mesures ton progrès? Parce que si tu vas toujours devoir chercher une expérience un peu plus extraordinaire pour avoir ce sentiment-là de progresser, je me demande ce que tu vas faire dans 10 ans. Voilà. Tu as des très bonnes questions. Hein. En fait, progresser plus vite, j'ai oublié d'ajouter un mot, c'est dans la performance. Parce qu'effectivement, on ne peut pas progresser de manière indéfinie, on est limité physiquement, mentalement sur ce qu'on peut faire, et le temps nous rattrape aussi. C'est la vie qui est faite comme ça, quand on vieillit, on se rouille un petit peu et on ne peut plus atteindre des niveaux de performance qu'on avait plus jeunes. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le trail à 30 ans. Et j'ai pas commencé à 15 ans ou à 10 ans comme tous mes copains. Et aujourd'hui, j'ai atteint un niveau de performance qui est assez bon pour pouvoir être en avant de course avec les meilleurs du monde. C'est cool, franchement c'est cool, ça s'appelle la performance, mais peut-être que ça représente que 20% de ce que je kiffe dans ma vie, mais c'est quand même ces 20% là qui sont importants. Et comme j'ai commencé tard, je veux progresser vite pour pouvoir être capable de ne pas avoir le regret de me dire j'aurais pas fait les courses les plus mythiques au monde. Il y en a beaucoup, tu vois. Et c'est des courses d'ultra trail. Je t'ai dit, c'est le sport le plus dur du monde. Tu peux pas en faire 10 par an. Tu peux en faire 1, 2, 3 maximum. Et parfois, quand tu en fais une, tu dois y retourner l'année d'après parce que la première année, c'est la découverte. Et après, tu apprends. Et après, tu t'améliores, tu vois. Donc, c'est des projets très, très long terme. Et ayant commencé tard, j'ai voulu vraiment progresser le plus vite possible pour pas me dire... voilà, pour essayer de rattraper le temps perdu d'avoir commencé tard. Maintenant, effectivement, je ne suis pas dans cette quête parce que j'en suis conscient de vouloir toujours le plus extraordinaire. C'est vraiment, ça dépend du moment de ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire, c'est d'aller me foutre à moins 40 dans des aventures et essayer de courir des courses d'ultra trail le plus vite possible. Mais mon extraordinaire sera peut-être différent dans un futur, mais je ne suis pas encore là parce que je sens que je suis encore en train de progresser, c'est intéressant. Chaque année, quand je retourne sur la même course, mes temps deviennent meilleurs, j'ai des meilleures sensations sur les segments que je fais à la maison, je bats mes temps. Donc tant que je suis dans cette courbe de progression, pourquoi déjà envisager le plateau ou la redescente? Voilà, donc
Ça te fait peur ou pas? Non, ça me fait pas peur parce qu'en fait, je suis vraiment un éclectique de la vie. J'ai plein de passions dans ma vie et je t'avoue que limite, quand je vais arriver dans ma retraite sportive, je vais être content parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à faire dans ma vie qui ont rien à voir avec la course à pied. Donc j'ai pas hâte, mais en même temps j'ai hâte d'y arriver. Et puis voilà, donc, la prépa mentale, c'est un des éléments de performance que je n'avais jamais utilisé avant et qui aurait pu me permettre d'accélérer un peu plus et de peut-être atteindre des objectifs de performance que je veux avoir dans ma carrière que j'ai pas encore eu. Sur ton t-shirt, c'est écrit Your only limit is your mind. Bah ça, tu l'as compris. Ta du coup. seule limite est le cerveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as déjà été confronté à une limite que tu n'as pas réussi à dépasser? Une limite que j'ai pas réussi à dépasser? Non, et c'est passionnant. Parce qu'aujourd'hui, là où j'ai été malin, c'est que j'ai toujours mis une ligne d'arrivée. Donc la ligne d'arrivée finalement est ce qui coupe la recherche de la limite. Tu l'as compris en fait. Bon, faut pas non plus, c'est un peu cliché, un peu stéréotypé. Ta seule limite, c'est ton mental, mais c'est vrai. Tu l'as compris. Je t'ai expliqué la relation à la douleur, ce qui est en fait le frein en fait. Aujourd'hui, on le voit inversement. La limite, c'est le corps. La limite, c'est c'est la douleur, la souffrance. Et dès qu'on la ressent, naturellement, on envoie le message au cerveau de attention, il y a quelque chose qui se passe qui fait mal, faut s'arrêter. Et une personne normale va s'arrêter. Et en fait, tu te rends compte que quand tu outrepasses cette douleur, que c'est la tête qui décide en fait. Et tu peux amener ton corps très très loin. Voilà, donc peut-être que je suis dans cette. J'aime beaucoup l'optimisation du potentiel humain, la recherche de limites, cette relation corps mental. Je suis d'accord avec le fait que la seule limite, c'est notre cerveau, que c'est notre mental. Mais j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas toujours le contrôler. Toi, tu n'as jamais été face à un moment où tu n'arrivais plus à contrôler ton mental ? Alors, tu parles de mental ou d'émotion parce que parfois, il y a les émotions aussi qui rentrent en jeu, qui prennent le dessus sur tout. Mais les deux, voilà, où en fait, tu te dis, oui, je sais que je pourrais le contrôler, mais là, j'en ai perdu la... Tu sais, un peu comme quand tu as hyper peur ou que tu stresses de ouf et que tu as beau faire des exercices, en fait, j'ai l'impression que parfois, c'est difficile à contrôler. Et est-ce que toi, ton contrôle s'est amélioré au fur des années et qu'est-ce qui l'a permis ? Oui, ma pain cave, je la creuse de plus en plus aussi. Et vraiment, aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver un souvenir. Là, peut-être tu me prends au dépourvu qui dit que je me suis arrêté à cause de ma tête, quoi. Les seules fois où je me suis arrêté dans un projet sportif ou d'aventure, c'est vraiment la blessure traumatique. Celle qui fait que tu as un os pété, tu peux pas continuer, quoi. Je suis dans cette quête. Peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose d'assez grand pour me dire ok, là mon cerveau c'est ce désespoir, quoi. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus aucun pas à faire, je suis pas blessé mais il y a quelque chose qui fait que je peux plus avancer, mais je suis jamais arrivé là. Attention quand même, le corps a une importance. Évidemment que si demain je t'amène faire l'ultra trail du Mont Blanc, ce n'est pas un projet, je tiens quand même à le préciser, mais c'est juste pour illustrer le fait que si tu t'es pas préparé physiquement, t'as beau arriver avec le meilleur mental et le meilleur only limit is your mind, tu vas coincer parce qu'il y a quand même la partie physique qui est importante. Mais quand tu t'es préparé physiquement, que tu as aligné tout pour pouvoir réussir l'objectif, après c'est lui qui guide, quoi. C'est le pilote, il est dans la tête. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu traverses la ligne d'arrivée de la Yukon Arctic Race ? J'ai vu des images de toi trop mignonne avec la moustache complètement glacée. Je sais même pas si tu pleures parce que je pense que tes larmes se gèleraient. Mais ouais, qu'est-ce que tu ressens ? C'est marrant, on m'a posé la question hier sur un plateau de TV et ce que j'ai répondu, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai rien ressenti. Ah, c'est vrai ? C'était fake larmes ? Non, alors les larmes, c'était pas fake, tu t'es incontrôlé, mais disons, on va dire juste avant. Parce qu'en général, ça monte dans le kilomètre qui précède la ligne d'arrivée. Tu sais qu'elle arrive, tu commences à avoir des gens, tu sais que c'est fini.
Et dans 100% des expériences que j'ai vécues dans ma vie, ça montait, ça partait du bide, là, ça se réchauffait, ça montait. Adrénaline un peu. Ça montait, les larmes qui sortent de joie, t'as des frissons dans le dos, ça commence à bouillir, émotionnellement c'est hyper puissant, et de la joie, t'es fier, tu repenses à tout ce que t'as fait avant, à tout le parcours de la course aussi, tu te dis waouh, j'ai réussi, et c'est vraiment, ça fait vraiment du bien, ces émotions, elles sont très très puissantes. Et là, donc ça faisait longtemps que j'étais en nature, là, j'avais fait depuis le dernier village 80 bornes à peu près tout seul dans la forêt. Et là, je vois la première maison et je me dis, waouh, c'est le village, ça y est. Et là, je me dis, allez, c'est fini c'est là. C'est à vous. Allez, tu sais, comme dans le dessin animé Vice Versa, là, Inside Out, t'envoies les boules de couleur pour les émotions là, rien. Et j'étais hyper perturbé. Mais vraiment, c'était vraiment presque désagréable comme sensation de ok, je veux soit être triste, soit heureux, envoie-moi quelque chose, quoi. Rien. Tant pis, j'ai continué. Encore une fois, ça nous envoie ce qu'on a besoin. Et voilà, quand je suis arrivé sous cette ligne d'arrivée, là, ça a quand même pris un petit peu. J'ai des larmes qui ont commencé à couler. Mais délivrance, parce que j'avais très très mal. J'avais eu un problème à une jambe, là, j'en pouvais plus. De lâcher, de plus ressentir ce truc-là, les larmes ont coulé, mais effectivement, tu peux pas trop, t'as pas le droit de pleurer là-bas, t'as pas le droit de pleurer dans le Yukon, les larmes gèlent, t'as juste le droit de survivre. C'est une belle phrase. Ouais. Comment t'optimises ton potentiel humain ? Parce que là, on a parlé pas mal de performances sportives, mais j'imagine qu'il y a en effet d'autres pans de ta vie que tu as optimisés. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? La table de mixage est grande, il y a énormément de paramètres sur lesquels tu peux jouer. Bon, aller sur le plan purement physiologique, toute la partie nutritionnelle. Sans parler de manger santé, c'est bon pour la santé. En fait, tu dois le savoir, mais tu as comme un second cerveau dans le microbiote. Voilà, avec le microbiote, avec des milliards de petits éléments qui sont là. Et si tu manges bien, en fait, tu vas être dans une pleine santé globale qui va avoir aussi un impact sur ta manière de penser et pas uniquement sur je mange bien, je vais être en forme, je vais pouvoir bien faire du sport. Le sommeil aussi. Le sommeil, c'est un des piliers. C'est un des piliers dans toutes les sphères. Alors là, on parle du sport, mais même dans la sphère entrepreneuriale, c'est là qu'en fait tu progresses. On parle de progression. En fait, la journée, quand tu es au sport, tu casses les fibres musculaires, donc tu casses les briques du mur. Et quand tu es au boulot, tu casses des petites briques dans ta tête, en fait, parce que tu es sursollicité, tu dois réfléchir, tac, 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 tac. Et toute la réparation là, des briques et le ciment que tu mets pour reconstruire tout ça se fait la nuit. Et si tu dors mal, que le sommeil est altéré, que tu t'endors anxieux, stressé, la maison elle se reconstruit un petit peu bancale, quoi. Et comment tu fais en ce moment ? Parce que tu disais que tu dors mal. En ce moment, je dors mal, mais je l'accepte parce que je sais pourquoi je dors mal. Ouais. Ce qui est dur, c'est quand tu sais pas trop pourquoi tu dors mal, tu as l'impression d'avoir une vie normale, tout va bien, j'ai pas de problème particulier, mais je dors mal, mais parce qu'il y a une anxiété profonde qui s'est installée. Là, je dors mal parce que j'ai été impacté, j'ai pas dormi pendant 8 jours. J'avais peur la nuit de me faire attaquer par des loups, j'avais peur de mourir de froid, j'avais mal partout, et ça m'a impacté, ça m'a fait un petit trauma, quoi. Et quand tu as un trauma, tu dors pas très bien. Mais je l'accepte parce que je sais pourquoi. Je pense que je vais... Bon, là, je dors mal aussi parce que je suis revenu du Canada il y a 3 jours et j'ai les 8 heures de décalage horaire. Comme je suis resté plus d'1 mois sur place. Tu vis où maintenant ? Qui se sont bien imprimés. Tu vis entre les deux ? Je vis un peu au Canada, je vis un peu dans les Alpes, je vis un peu dans les Pyrénées en fonction de là où je veux être. En fait, je me rends compte que quand je reste trop longtemps... Ça, c'est un facteur de performance aussi. C'est que quand je reste trop longtemps au même endroit... Je m'ennuie de l'endroit où t'es. De l'endroit où je suis, en fait, de la géographie. Puis moi, mon bureau, c'est les chemins qui sont autour. Et pour revenir sur cet esprit d'aventure, dans l'entraînement, j'aime bien découvrir aussi. Donc, ce que je fais des fois, c'est que je pars 1 semaine, 15 jours dans un nouvel endroit, une nouvelle montagne. Parce que je vais rajouter cette couche de... Je vais découvrir un nouveau... Je vais m'entraîner, donc je vais faire mes fractionnés, mon intensité et tout pour progresser physiologiquement. Mais en même temps, je découvre. Donc quand je me lève le matin, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Tandis que quand je reste trop longtemps au même endroit, je me lève le matin et je dis... Je connais par cœur ce chemin, je vais devoir aller faire des fractionnés là-bas. La flemme, quoi. Alors voilà, j'ai des camps de base. J'en ai un à Montréal, j'en ai un dans les Alpes, j'en ai un dans les Pyrénées et j'en ai après qui sont ponctuels comme ça sur des camps d'entraînement.
Tu disais que tu avais d'autres passions, bien d'autres passions au-delà du trail. De quelle passion tu ne parles pas assez ou t'aimerais plus parler? La mer, l'océan. C'est con, hein, mais tu sais pourquoi j'en parle pas? C'est magnifique. Hein. En vrai, je vais sous l'eau, j'ai des interactions de ouf avec des animaux qui font 15 mètres de long. Je suis là, sous l'eau avec des baleines. Le requin, Avec il des arrive. baleines? Oui, des baleines, des requins énormes, ils arrivent, ils Arrête. leur caressent le museau. Non. C'est incroyable, des images folles. Je poste ça sur le réseau, 3 likes, tout le monde s'en fout. Et comme mes réseaux aujourd'hui, c'est plus des réseaux personnels, Ouais. c'est des réseaux professionnels, bah, tu sais ce que c'est. Si tes algos commencent à partir à la dérive, bah, derrière, les réseaux se disent « Ah, bah, il commence à poster de la merde, bah, lui, on va arrêter de le pousser, quoi. » Et voilà, donc c'est pour ça. Alors, ça veut pas dire que je le fais pas d'aller dans l'océan, mais c'est pour ça que je le partage pas. Parce qu'aujourd'hui, la communauté qui s'est construite m'a identifié comme un aventurier, coureur, et c'est ce contenu-là que les personnes veulent voir parce qu'elles me suivent. Et voilà, mais tu vois, dans un futur où tout ça sera fini, que je serai retourné à l'océan, que je vais créer une nouvelle identité plus liée à l'océan, ben, je ne vais pas leur laisser le choix. Et puis je m'en fous si l'algo au début il sera pas content, mais au bout d'un moment il n'aura pas le choix. Et voilà, quand je partage avec tellement de passion, d'authenticité que voilà, ça fonctionne et je m'inquiète pas pour ça. Et puis peut-être que même que quand je retournerai à l'océan, en fait, j'aurai même plus cette approche professionnelle de me dire je veux vivre de ça, voilà, avec des partenaires et que je vais avoir besoin de partager. Peut-être que je vais le vivre aussi sans avoir besoin de le partager. Mais ouais, l'océan, l'apnée, la plongée sous-marine, la voile, tout ça, c'est vraiment un élément qui m'anime énormément. J'adore les animaux. Je suis un passionné de biodiversité. Et les animaux marins, ils me fascinent. Et les animaux sauvages de la forêt aussi, mais je suis vraiment, vraiment fasciné par... si tu me fais un quiz de culture générale sur les animaux, tu vas être surprise. Mélina, tu prépares ça dans les 10 dernières minutes qui restent? On fait un quiz de biodiversité. Ah bah tu... Voilà, je préfère les requins, les loups, les baleines que les chiens et les chats, quoi. Même si je les aime beaucoup, mais ils me font Genre plus si je te kiffer, dis quel est l'animal sauvage le plus présent en Argentine? Oh non, là, tu vas trop loin, mais si tu... Ah, tout de suite. Quel est l'animal le plus... Attends, en Argentine, je te dirais sauvage le plus... T'as dit quoi? L'animal sauvage le plus présent en Argentine. L'animal sauvage le plus présent en Argentine. Alors sauvage... En Argentine, le plus sauvage, je dirais le rat. Toi, tu t'imagines un gros animal, mais tu vas dans les villes... Ouais, c'est sauvage, oui, c'est vrai, c'est sauvage. Oui, c'est sauvage. Ouais. Ouais. Bon, ou le pigeon, le rat ou le pigeon, comme dans tous les pays du monde. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui, je lis beaucoup, j'aimerais lire plus que ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ma priorité, c'est de m'entraîner. Ouais. Alors, je m'entraîne beaucoup et quand je rentre à la maison, je dors beaucoup, je me repose beaucoup. Et j'ai des besoins de calme. Mes besoins de calme, ça peut être télé, série ou livre. J'aime beaucoup lire. Mais en fait, je suis tellement fatigué. Donc, dans ma sieste post-entraînement du matin ou avant de m'endormir le soir, que j'arrive pas à lire plus de 3 pages. Ce qui fait que les livres, je mets une éternité à les lire. Et les livres audio pendant les courses? Alors, je suis plutôt podcast et musique. Ouais. Je suis très, très podcast. Ah, c'est pour ça que t'écoutais autant In Power. Exactement, ouais. Et mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'en vrai, j'écoute pas tant de podcasts de course à pied, j'écoute des podcasts qui n'ont rien à voir, tu vois, de culture, d'histoire, d'humour, de développement personnel, un petit peu comme tu fais. Voilà, j'aime beaucoup ça. Ça me permet aussi de garder contact avec la société, de me cultiver parce qu'en fait, si tu le fais pas, tu finis par quand tu retournes en ville, t'es un ermite, quoi. Ouais. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le podcast permet finalement de rester connecté au monde, quoi. Parce que si t'as pas le temps de lire les news ou de regarder les informations, tu en perds, quoi. Est-ce qu'il y aurait un livre que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Oh là là, quelle question. Qui t'a marqué, qui t'a inspiré? J'en ai des tonnes. Mais en fait, je vais te partager plutôt ce que je lis en ce moment. Ouais. Alors, tu sais, la Yukon Arctic Ultra, une grande partie de mon inspiration, je l'ai tirée de Jack London. Alors déjà, l'histoire de l'écrivain me fascine. Un jeune un peu vagabond, en galère de thunes aux États-Unis, qui part dans les années Golden Rush, la ruée vers l'or, dans le Yukon,
où il reste des années, il fait plein de métiers, il est pilote de bateau, il est chercheur d'or, en galère de ouf. Mais il s'imprègne du Yukon, des chiens de traîneau, de la nature sauvage de manière vraiment très très forte. Et un jour, il finit par prendre la plume et par écrire ce qu'il vit au Yukon de manière romancée. Donc il sort plein de romans, et puis les plus connus, c'est L'Appel de la forêt et Cro-Blanc. Et bon, c'est des livres que j'ai lus dans ma jeunesse qui m'ont vraiment marqué. Et moi, quand je lis ce genre de livres, tu sais, je suis le genre de personne qui me dit ouais, mais jamais de la vie, j'aimerais vivre ce que vivent les gens de cette histoire. Moi, je suis en mode, mais j'aimerais vivre ce que les gens de l'horreur que vivent les gens de cette histoire. Et voilà, et puis j'ai un imaginaire qui se crée dans ma tête. J'imagine le Yukon, comment c'est décrit, les chiens de traîneau, tout ça. Et j'ai relu récemment L'Appel de la forêt juste avant de partir là-bas. Et le livre est vraiment bien écrit, hyper puissant. Il est très violent, il est très tragique, parce qu'ils en ont refait, tu vois, des films. Genre là, récemment sur Netflix, ils nous ont fait un Appel de la forêt là, avec Harrison Ford et un chien en image de synthèse. Mais ils ont complètement changé l'histoire, quoi. C'est une histoire pour les enfants. J'étais hyper déçu parce que la vraie histoire, elle est beaucoup plus violente, elle est tragique, quoi. Et ce livre, vraiment, il est vraiment puissant, il est prenant. Et en fait, l'œuvre de Jack London est puissante. Puis le mec, après, il a vécu tellement intensément parce qu'il est passé d'une vie un petit peu vagabond à une star, à gagner beaucoup d'argent avec ses livres. Et après ça, il a dit j'arrête, je pars faire un tour du monde en voilier. C'est un petit peu ma suite aussi. Et il a tellement vécu intensément qu'il est mort jeune, quoi. Voilà, un peu d'alcool, un peu de ci, un peu de là, une maladie, 40 ans terminé, quoi. Donc c'est une histoire puissante, tu vois, et j'aime beaucoup cet écrivain. Je vais te poser la dernière question du podcast, Mathieu. Si demain, tu partais dans le Yukon, mais tu ne revenais pas, et on n'a plus accès à tes réseaux sociaux, on n'a plus accès à tout ce que tu as pu partager, et tu peux juste écrire sur une petite feuille de papier les 3 enseignements les plus précieux que tu as appris dans ta vie. Qu'est-ce que tu écrirais ? C'est pour qui ? C'est pour la société, pour le monde. Voilà, for the people. Pour ceux qui vont te regretter. Ouais, parce que tu m'avais dit pour mes parents, tu vois, ou quoi, mais pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, ouais. Un peu la sagesse que tu aimerais laisser derrière toi. T'as le droit de laisser passer l'ambulance. Ouais. Ça te donne du rab. Trop bien. C'est bon ? Ouais, vas-y. En fait, comme tu l'as compris, moi, j'étais pas forcément super heureux dans ma jeune carrière professionnelle. C'était cool, mais bon, la courbe d'épanouissement était pas trop montante. Et puis maintenant, elle l'est. Et je kiffe ce que je fais. En fait, je vis un rêve. J'avais ce rêve de devenir un aventurier, de devenir sportif, un athlète, et j'ai réussi à le réaliser. Comment j'ai fait pour le réaliser ? En numéro 1, je dirais de s'autoriser à rêver. Cliché, mais à s'autoriser à rêver les yeux ouverts. Ça veut dire vraiment voir le rêve non pas comme quelque chose d'illusoire, irréel, qui se passe la nuit, mais vraiment comme un objectif ambitieux, de passion dans le cœur, fixé dans le temps. Parce que le rêve, souvent, on s'arrête à un truc illusoire. On peut se dire, allez, on va le faire, ça me fait rêver de faire ça, mais à aucun moment on le fixe dans le temps, ce qui fait que on passe sa vie à attendre, on le fait jamais. Donc vraiment, trouver son rêve, son propre pôle. Le rêve, c'est pas forcément les grandes inspirations qu'on peut avoir. Moi, en l'occurrence, ce qui m'inspire, c'est pas le gars qui fait l'Everest ou qui fait le pôle Nord ou le pôle Sud. C'est plutôt des histoires, comment ils y sont allés. Donc c'est vraiment important d'aller chercher de l'inspiration, mais ensuite de se poser, d'aller prendre une balade en nature et de trouver son propre pôle, son propre rêve. Hyper important. Et les rêves sont réalisables. En numéro 2, une fois qu'on l'a, trouver son pourquoi avant le comment. C'est vraiment important d'avoir cette fondation-là, de se poser la question pourquoi je veux faire ce rêve-là, parce que le chemin va être très difficile. Et quand on va être aussi au moment où il faut le réaliser, ça va être extrêmement difficile. Et à ce moment-là, on est tellement fatigué du cheminement, du moment, que le cerveau n'est plus capable de répondre au pourquoi. Il faut l'avoir prévu avant, l'avoir dans la poche ou dans le cœur, et pouvoir le ressortir pour pouvoir continuer à faire ses pas. Le comment vient après. Comment je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, quels vont être les jalons, quel outil je vais utiliser, quel matériel. Mais vraiment, le pourquoi, c'est la base avant le comment. Et le troisième enseignement,
trouver une Dream Team, ta Dream Team. Et la Dream Team, c'est pas forcément les hard skills. C'est les soft skills avant tout, les passion skills. Aujourd'hui, voilà, les hard skills, souvent, on en fait une priorité. Les compétences, il faut être compétent pour pouvoir réussir le projet. Et moi, j'ai compris qu'il faut surtout amener des gens qui ont la personnalité, l'état d'esprit et la passion de s'engager dans ton projet. Parce que si tu veux réaliser des rêves, un rêve, c'est un truc qui est ultra ambitieux, qui est extraordinaire pour toi par rapport à où tu es rendu dans ta vie, par rapport à tes capacités. Et j'ai compris, et ça je l'ai bien compris, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul. Voilà. Donc c'est s'entourer d'une équipe. Et une équipe, c'est pas forcément oh là là, il va me falloir un budget pour embaucher des gens et tout. Non, non. Une équipe, ça peut être tes proches, tes amis qui vont être là avec toi pour t'amener. Voilà. Donc trouver son propre pôle, le pourquoi avant le comment. Dream Team. Et monter sa Dream Team avec des soft skills et des passion skills. Trop chouette. Bah, merci beaucoup Mathieu pour cet échange. C'était très inspirant. Merci Louise. Bravo encore pour ce que tu fais. Vraiment. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent maintenant te suivre, en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Alors là où je suis le plus actif, c'est sur le réseau Instagram. Après voilà, Instagram, c'est un petit peu fourre-tout, on n'a pas trop le temps de s'exprimer, c'est le scroll le plus vite possible. Donc je suis un peu plus réfléchi sur le réseau LinkedIn. Pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat, une réflexion un peu plus aboutie. Voilà, j'aime vraiment faire des transpositions entre le monde de l'aventure, du sport et de l'entreprise, parce qu'au final, ce qu'on vit, c'est les mêmes choses. Et puis les détresses mentales et les cheminements, c'est les mêmes. Donc là, j'aime bien, voilà, ça fait à peu près 1 an que je me suis mis dessus et j'aime beaucoup les échanges qui se font dessus. C'est un peu plus smart, quoi. Et YouTube, tu fais de très belles vidéos aussi. Alors YouTube, j'ai commencé l'année dernière, j'avais jamais fait. J'ai fait quelques vidéos. Et j'étais très très excité à l'idée de me lancer sur ce réseau, mais waouh, il est hyper dur, il est hyper complexe, il demande beaucoup de travail. Je l'ai fait tout seul l'année dernière. Ah ouais, je me suis épuisé à gérer les scripts, les tournages. C'est moi qui mettais les vidéos en ligne. J'oubliais une vignette, un tag ainsi. Je fais pas fait. On m'a dit, les gens de YouTube m'ont appelé, m'ont dit, il faut que tu fasses des shorts, mais j'ai pas le temps de faire des shorts et tout. Bref, ça va revenir, mais Dream Team, il faut que je trouve la Dream Team d'abord. Voilà, pour ça. Postuler, envoyer un mail à Mathieu. Merci beaucoup Mathieu en tout cas. Merci Louis, c'était un plaisir.